Est-il possible d'affirmer déjà qu'une nouvelle ère s'ouvre pour le tourisme de masse au Bénin? En tout cas, désormais, un visa spécial touriste d'un séjour de 8 jours est octroyé par le gouvernement aux étrangers désireux de visiter les sites touristiques béninois. La mesure, quoique bonne, ne laisse-t-elle pas aussi des ouvertures à des dérives? Eh bien, nous en débattrons en décryptage dans une quinzaine de minutes. Et puis, en dossier de la semaine, nous parlons réforme culture. Vous ne le savez peut-être pas encore tous, le Fonds d'aide à la culture devient désormais le Fonds des arts et de la culture. Pourquoi cette mutation? Que peuvent en tirer les acteurs culturels? Eh bien, c'est le dossier de la semaine sur Wikeco. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout de suite, le mini-journal que nous présente Nadège Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de Wikeco. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication démarre l'année 2018 sous de bons auspices. L'institution ambitionne mettre en place sous peu un fonds de développement des médias au Bénin. C'est le président Adam Bonitessi en personne qui a annoncé la nouvelle aux médias ce jeudi au siège de l'institution. Les précisions dans ce reportage signé Edmond Humbo, Patrick Adiagboudiou. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'instance de régulation dans les médias au Bénin. Elle s'emploie, dans la limite des prérogatives que la loi lui confère, à aider les professionnels au respect de la déontologie et de l'éthique. Sa mission est régie par la Constitution. L'article 142 de la Constitution prescrit que la HAC a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Donc, tout doit se faire dans le respect de la loi. Et l'article 1er de la loi organique qui régit la HAC prescrit que la HAC a pour mission de veiller à ce que la communication audiovisuelle soit libre, donc la liberté de la presse, et toute personne a droit à l'information. Fort de son rôle dans l'enracinement de la démocratie, la HAC a connu des avancées dans la mise en œuvre des tests juridiques pour garantir la liberté d'expression et assurer la protection des médias. Vous savez que le numérique est en train de frapper à notre porte, ça fait quelques temps. Et dans le cas du passage de l'analogique au numérique, la HAC a organisé des séminaires, puisque les codes qui ont été pris dans ce sens ont prescrit des prérogatives à la HAC. Donc, dans le cadre de ces prérogatives-là, la HAC a adopté déjà la Convention relative à l'autorisation pour l'exploitation d'un site Internet fournissant des services de presse destinés au public. Des projets suivent les conventions relatives à l'autorisation pour l'exploitation d'un site Internet fournissant des services de communication audiovisuelle destinés au public, les cahiers des charges qui sont relatifs à ces différentes conventions également. Maintenant, avec les nouveaux tests que nous avons, le test relatif à la radiodiffusion numérique, le code de l'information et de la communication, nous avons eu à faire la vulgarisation de ces tests-là sur tout le territoire. Nous allons continuer pour aller encore plus de l'avant. Donc, vous constatez que la HAC est vraiment dynamique et que selon les situations, elle avance rapidement et sûrement. L'année 2018 prend son envol sous de bons auspices à la HAC. L'institution ambitionne mettre en place un fonds de développement des médias au Bénin. Cette question a toujours été au centre des préoccupations des associations professionnelles des médias et de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui ont conjugué leurs efforts des années durant pour qu'enfin ce fonds soit installé et commence effectivement ses activités. S'il y a un fonds de développement pour les médias, ce serait une très bonne chose. Non seulement ça participera au renforcement des capacités, mais en plus ça permettra aux journalistes de s'épanouir. L'un des défis auxquels les conseillers de la HAC comptent désormais s'atteler est la mise en application des instruments de régulation des médias en ligne. Un secteur tout nouveau dans l'espace des médias dont le respect de la déontologie préoccupe les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Avant de tomber dans le panier de la ménagère, les fruits et légumes subissent
plusieurs processus. Leur entretien nécessite parfois l'utilisation de pesticides par les maraîchers, une pratique qui certainement n'est pas sans conséquences sur les consommateurs. Christelle Tongodo et Anthony Alaka pour plus de précision. L'adaptation aux conséquences. Les pesticides seraient des substances toxiques pour la santé. Présents au quotidien dans l'alimentation, on les retrouve plus spécifiquement dans les fruits et légumes. Des produits phytosanitaires qui représentent, selon les spécialistes, un mal nécessaire pour le maraîchage. Sur le site de maraîchage de Ruiro, on tend progressivement vers l'utilisation de pesticides bio au détriment des substances chimiques. Nous avons des produits bio que les gens amènent et nous utilisons aussi ces produits. Et c'est des bons produits qui donnent beaucoup de rendement aujourd'hui. On n'utilise pas n'importe comment. Puisque si nous n'utilisons pas les pesticides, les insectes vont attaquer les choses, on peut pas, à terme, on n'aura pas un bon rendement. Donc, pour lutter contre ces insectes-là, nous sommes obligés d'utiliser des pesticides prescrits. Et non, il y en a qui sont proscrits. Il existe une liste de produits chimiques homologués. Le recours à ce répertoire pourrait limiter le risque de maladie chez l'homme. Il y a toute une liste de produits recommandés pour le contrôle des ravageurs sur les cultures maraîchères ici à Cotonou. C'est l'utilisation non rationnelle de ce produit qui affecte beaucoup plus l'état de santé de l'homme. Quand on parle d'intoxication, c'est une question de dose, c'est une question de quantité. Donc quand la dose consommée dépasse les normes, donc les sujets qui sont exposés vont faire des pathologies sévères. Qu'ils soient homologués ou pas, les pesticides sont à l'origine de plusieurs pathologies. Les organes qui sont liés par ces systèmes nerveux, donc le système digestif par exemple, le système cardiovasculaire, le système nerveux central, donc vont se manifester à travers les diarrhées, les vomissements. Donc ça c'est la forme aiguë, la transpiration, puis les crises convulsives aussi. On peut avoir des distress respiratoires, donc liées à l'intoxication aiguë. Donc l'intoxication chronique, c'est souvent l'intoxication avec les affections cutanées. Les infections cutanées sous forme des eczémas, des dermites, d'irritation. La santé n'a pas de prix, dit-on. Il revient alors aux autorités compétentes d'établir des normes en la matière. La maîtrise de l'eau dans l'agriculture est actuellement très approximative au Bénin. Il existe peu de barrages et d'aménagements hydro-agricoles malgré les grandes compétences dont regorge le Bénin dans le domaine. Quelles sont les difficultés auxquelles les cultivateurs sont confrontés en saison sèche et comment peut-on retenir l'eau pour en faire usage en période de sécheresse? Élément de réponse dans ce reportage de Destonia Bigot, Estelle Pazot. L'adaptation aux conséquences des changements climatiques constitue un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne la maîtrise de l'eau dans le domaine agricole. La gestion des eaux de pluie est aujourd'hui une nécessité pour assurer une bonne productivité. Ici, sur ce site de maraîchage, les maraîchers creusent des puits et des forages pour leurs besoins en eau. Au temps de la pluie, nous ne stockons pas l'eau quelque part. Mais ce que nous avons est que nous avons deux méthodes de stockage de l'eau, sinon deux méthodes de travail qui nous permettent à faire l'arrosage à nos cultures. Il y a les puits que nous avons faits, il y a les forages que nous avons faits. Pendant la saison sèche, il y a nos forages, il y a nos puits qui tarissent, mais à l'aide des techniciens qui sont sur le terrain, ils nous aident à ce que nous essayons d'arroser nos cultures pendant la saison sèche. Et aussi, il faut beaucoup arroser pendant la saison sèche. Tel que la laitue, il faut arroser 3-4 fois. Fatigués de se battre seuls, les producteurs interpellent les autorités compétentes. Je demande à nos autorités de penser à nous, de nous aider. La machine, tout le monde n'a pas les moyens de payer les machines. C'est à l'aide des arrosoirs qu'ils arrosent, qui est une méthode très archaïque, difficile à arroser.
Selon le magazine Essor des organisations de décembre 2017, l'agriculture mobilise au Bénin 70% des personnes en âge de travailler et fournit 33% du produit intérieur brut. Des chiffres qui montrent à suffisance qu'il serait opportun de régler les problèmes liés à l'eau pour le plein essor de l'agriculture. Dans le processus de croissance chez l'enfant, le sevrage intervient à une étape importante, étape qui peut être considérée comme une sorte d'indépendance aussi bien chez la mère que chez l'enfant. Cette transition se fait de façon progressive. Igor Ayosso, Peggy Bagedi. Grève de la tétée, cessation de l'allaitement, diminution de la fréquence de consommation du lait maternel. Tels se présentent quelques signes d'un sevrage probable pour le bébé. Pour moi, le sevrage, c'est une sorte d'arrêt à l'allaitement d'un enfant, d'un bébé. Le sevrage, c'est un processus qui aboutit à une interruption de l'allaitement, de l'alimentation de l'enfant par le lait maternel. Le sevrage est tout un processus qui diffère d'une mère à une autre. On peut commencer par la journée, allaiter seulement l'enfant la nuit et le sevrer dans la journée. Ça commence par là. Et progressivement, on étend le sevrage à la nuit. Et là, le sevrage est définitif. On doit commencer à petits coups. On ne sève pas un enfant du jour au lendemain comme ça. On commence par lui priver des heures. Parce qu'un bébé allaite à tout moment. Mais un enfant qui grandit, à qui on doit sevrer, à 1 an déjà, on sait comment l'allaiter. On ne l'allaite plus régulièrement comme on le faisait auparavant. D'un point de vue nutritionnel, le lait maternel demeure la base de l'alimentation d'un bébé jusqu'à 1 an. Un sevrage précoce serait un risque pour le nourrisson. Le fait que vous sevrez, le fait qu'on a sevré des enfants de façon abrupte, on fait qu'il y a eu la malnutrition qui est apparue chez cet enfant on a eu l'émaciation et après l'enfant est décédé parce que l'enfant à ce stade souffrait trop, son système immunitaire n'arrivait pas à se défendre contre les microbes qu'il y avait dans l'environnement. Donc il y a beaucoup d'enfants qui en sont décédés. Il y a aussi des enfants qui souffrent de malnutrition et qui ont des effets, les conséquences ont des effets à long terme sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, souvent la plupart des cas, les enfants ne sont pas aussi intelligents que ceux qui ont été vraiment sevrés tout doucement jusqu'à 2 ans. Sevrer un enfant, oui, mais s'assurer de l'équilibre de son régime alimentaire est important pour garantir sa bonne santé. Merci de nous avoir suivis. Wikeko continue avec Roch Aurélien Accueil. Merci Nadège Sani pour cette belle présentation du mini-journal. À présent, nous allons feuilleter les journaux. Qu'ont-ils publié dans leur parution au cours de cette semaine sur l'actualité économique? Eh bien, c'est une réalisation signée Ulvaeus Balogun. Amis de la revue de presse économique, bonjour. Dans l'actualité cette semaine, l'économiste écrit en manchette « Nouveau partenariat entre la Banque mondiale et le Bénin. Les axes stratégiques pour la période 2018-2023 ». Selon le journal, il faut aider le Bénin à réaliser ses objectifs de développement tels qu'énoncés dans le programme d'action du gouvernement PAG, en mettant l'accent sur une utilisation plus efficace de ses ressources humaines et naturelles, ainsi que de ses avantages géographiques de manière durable et inclusive. Toujours dans les lignes du dit quotidien, la Banque mondiale entend axer ses interventions sur 3 axes stratégiques que sont, entre autres,
la promotion d'une transformation structurelle pour accroître la compétitivité, le renforcement de la résilience et la réduction des vulnérabilités liées au climat. Dans la même logique, le matinal affiche à sa une mobilisation des ressources pour le PAG. Les PTF satisfaits des efforts du gouvernement. Selon le quotidien, les partenaires techniques et financiers félicitent le gouvernement pour les efforts de bonne gouvernance avant d'émettre le vœu de voir progresser le processus de mobilisation de ressources. Autre information publiée par Fraternité, affrontement meurtrier entre éleveurs et agriculteurs. Les transhumants sèment la terreur à Agbanizum et à Djong. Le journal ajoute qu'un jardinier charcuté et 4 blessés graves dans le zoo. Selon le quotidien, la cohabitation entre activités pastorales et agricoles demeure un problème majeur auquel le Bénin ne semble pas encore prêt à apporter une réponse à la mesure de l'enjeu. Il poursuit en relevant que dans le département du Zou, précisément dans la commune d'Agbanizum, un jardinier a été retrouvé dans une mare de sang après avoir été charcuté par les transhumants. Conflit récurrent entre éleveurs et agriculteurs, les députés aguerris pour une loi efficace. Selon le quotidien national, les parlementaires se sont imprégnés ce mardi 13 février du contenu de la proposition de loi portant code pastoral en République du Bénin. Pêle-mêle à présent, l'économiste échange extérieur au Bénin, 51,6% d'augmentation d'importation des produits alimentaires. Pour le journal, les Béninois sont champions de la consommation des produits alimentaires venant de l'étranger. Selon le rapport de la balance commerciale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, les produits alimentaires demeurent les principaux articles d'importation avec une proportion de 51,6% en 2016 contre 40,9% en 2015. Ce taux d'importation est en progression de 26,5% en valeur et de 25,3% en volume d'une année à l'autre. Fin de cette revue de presse. À bientôt. Voilà, vous avez sans doute reconnu la voix de Patrick Diaboudjou sur cette revue de presse économique de la semaine réalisée par Ulvaeus Balogun. Merci à vous Patrick et Ulvaeus. Dans un instant, le décryptage et nous parlons de ce visa spécial touriste. Voilà, mes invités, ils sont déjà sur ce plateau et j'ai l'insigne honneur de vous présenter Ketoura Boko. Bonjour. Bonjour Roch. Ketoura, vous êtes journaliste à BB24. Dites-nous rapidement, la Saint-Valentin, ça s'est bien passé? Tout s'est très bien passé, merci. En une phrase? Rien de spécial. Rien de spécial. Non. D'accord, merci d'être là. Nous allons parler dans quelques instants de ce visa spécial touriste. Et en face de vous, lui, il répond au nom de Arnaud Doumaon. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. La Saint-Valentin aussi, ça a été de votre côté? Très bien. Très bien, d'accord. Alors, un arrêté interministériel en date du 5 février 2018, conjointement signé des ministres de l'Intérieur, de la Sécurité publique, du Tourisme, de la Culture et des Sports et du ministre de l'Économie et des Finances, institue désormais le visa spécial touriste. Ketoura, dites-nous en quoi est-ce opportun ce visa spécial touriste? Alors, premièrement, il est opportun pour un premier pas vers l'ouverture mondiale. Ensuite, c'est pour relancer, premièrement, le secteur touristique. Avant tout, c'est pour doper la consommation et permettre aux touristes de venir plus facilement au Bénin et donc d'ouvrir notre pays à plus de monde pour que plus de gens le connaissent et puissent en découvrir la culture, l'artisanat ou
toutes les différentes cultures que nous pouvons partager ici. Tout à fait. Arnaud, tout récemment, il y a quelques mois, le chef de l'État était au Rwanda où il a annoncé l'exemption de visa à certains pays africains. Vous pensez que instituer un visa spécial touriste pourrait aussi apporter quelque chose? Pourquoi est-ce que c'est vraiment opportun de préciser l'institution d'un visa spécial touriste? Oui, je crois que le gouvernement est dans une progression, ou je dirais dans une démarche progressive. Si nous sommes passés de l'exemption de visa, il aurait simplement suffi une exemption de visa, même pour 90 pays, 100 pays, que déjà on aurait boosté, on aurait apporté un plus au développement du tourisme. Tout à fait. Mais pourquoi cela? Vous savez que lorsque nous allons parler des exemptions de visa pour peut-être 100 pays, pour un pays comme le Bénin, il y aura beaucoup de polémiques. Et on va commencer par voir autrement pour dire mais quels sont les risques liés à cette ouverture globale et sans contrôle là. Mais à côté de ces critiques, on oublie qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont sur le sol béninois sans visa. Donc, déjà, l'exemption de visa, c'était déjà un progrès. Et pour un gouvernement qui est mis sur le développement du tourisme, passer maintenant à un visa spécial, je crois que c'est également pour encourager, comme l'a dit la consoeur tout à l'heure, pour encourager, pour ouvrir le Bénin au monde. Et puis, c'est une politique qui est fortement soutenue par l'Organisation mondiale du tourisme. Tout à fait. Alors, Ketura, ce visa spécial est d'un séjour de 8 jours. On sait aujourd'hui combien coûte le billet d'avion. C'est, comme vous avez l'habitude de le dire, ça coûte les os d'un ours ou la peau d'un ours. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui va profiter à un grand nombre de touristes? Je pense sincèrement que c'est une mesure qui va effectivement profiter à un grand nombre de touristes dû au fait qu'ils voient les efforts du gouvernement. Il n'est pas de l'ordre du gouvernement de diminuer les prix des billets d'avion, par exemple. Il est de l'ordre du secteur privé de s'en charger. Oui, mais 8 jours, est-ce que ce n'est pas trop court pour véritablement parcourir les différents sites touristiques dont regorge le pays? C'est un premier pas et on ne peut pas se permettre directement d'ouvrir un grand nombre de jours car c'est une première initiative et il faudra en voir les fruits avant de pouvoir développer la stratégie. Le problème, c'est que même si 8 jours paraissent courts, eh bien, on a l'opportunité de découvrir quand même pas mal de diversité au sein du pays. Et même si, par exemple, le trajet Cotonou-Nord, par exemple, fait environ une journée et compter 2 jours pour l'aller-retour. Apparemment, vous l'avez fait plusieurs fois déjà. Alors, nous pouvons compter en fait un aller-retour donc qui fera 2 jours. Et donc, en 5 jours, il y a quand même la possibilité de faire un parcours nord-sud, c'est-à-dire de partir du parc Pendjari, venir visiter un peu les villages sur l'eau à Ganvier. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal d'opportunités à exploiter en 5 jours. Très bien. Vous parlez déjà des opportunités. Arnaud, dites-nous quels peuvent être les impacts de cette mesure sur véritablement le développement économique du Bénin? Oui, en fait, quand on parle de tourisme, on ne voit pas que le voyage, en fait. Quand on parle du tourisme, il y a des secteurs connexes. Il y a les hôtels qui vont en profiter, il y a les restaurants qui vont en profiter, il y a le secteur du transport qui va en profiter. Mais s'il y en a, c'est dans ces milieux touristiques aujourd'hui? Si. S'il y en a, s'il y a des hôtels tels que vous parlez, des restaurants, etc., dans tous les sites touristiques aujourd'hui. Toujours est-il que même si le touriste reste à Cotonou, il ne va quand même pas dormir dans la rue. Tout à fait. Donc il y a un hôtel qui va l'abriter. Donc forcément, ça fait des soirs gagnés pour... Mais vous ne pensez pas qu'il y a un travail en amont qui devrait être fait? Je crois que c'est... Moi, en tout cas, je suis plutôt optimiste. Je salue plutôt l'adhésion du gouvernement en ce sens que c'est pour une première fois qu'on voit que le gouvernement décide véritablement de s'engager dans le développement du secteur touristique. Vous voyez, c'est juste une décision qu'on aurait pu prendre depuis des années déjà. Parce que le Bénin n'a pas de richesse naturelle. Nous n'avons que notre culture, notre patrimoine culturel là. Et quand on prend ce patrimoine culturel, il n'y a que les palais royaux d'Abomey qui soient inscrits au patrimoine de l'UNESCO. L'un des facteurs également qui attire les touristes, parce que lorsqu'on dit qu'un patrimoine inscrit à l'UNESCO, ça attire beaucoup plus les touristes. On trouve que c'est un site important, c'est un site sécurisé. Mais nous n'avons pas de richesse culturelle, de richesse naturelle. Donc, en principe, pour de telles mesures, on aurait dû prendre ces mesures depuis des années, pour quand même permettre au secteur touristique de mieux contribuer au PIB. Donc si le gouvernement aujourd'hui on arrive à accorder un visa spécial, ce n'est pas une question seulement de voyage. Au-delà des compagnies de voyage, le tourisme c'est un tout.
comme je le disais tantôt, les hôtels vont en bénéficier, que ce soit à Cotonou, à l'intérieur du pays, il y a des hôtels un peu partout. Même si aujourd'hui le Bénin n'a pas un grand nombre d'hôtels, ou on n'a pas peut-être que des hôtels de haut standing comme on aurait souhaité avoir ailleurs. Mais toujours est-il que ça va apporter un plus aux opérateurs économiques et au secteur du transport, au secteur hôtelier, au secteur de la restauration et j'en passe, quoi. D'accord, très bien. Ketura, selon nos recherches, on a appris que pour avoir le visa touriste, il fallait débourser 50 €, soit environ 32 500 francs, et qu'aujourd'hui, avec la nouvelle mesure qui institue ce visa spécial, il faut débourser à peine 10 000 francs, soit l'équivalent de 15 €. Dites-nous, est-ce que le gouvernement a voulu être un peu philanthrope? Je ne pense pas que le gouvernement ait voulu être philanthrope quelque part parce que c'est une opportunité. Certes, c'est une réduction au niveau du prix, mais ce n'est pas en fait le visa qui coûte 10 000. Le visa est en fait gratuit, c'est une taxe d'entrée à tout point d'entrée au Bénin. Donc c'est une taxe d'entrée dans le pays et non le prix du visa en soi. Donc nous pouvons parler quasiment d'un visa gratuit, mais c'est plutôt une taxe d'entrée, les 10 000 francs CFA. Et maintenant, non, je ne pense pas que c'est forcément une mesure de philanthropie, c'est plutôt une mesure en fait qui va servir à convaincre les gens qu'il y a un pas qui est en train d'être fait et qu'il y a un développement qui est en train d'être effectué. Et donc, si on insiste autant, c'est pour que vraiment ils puissent découvrir la culture qu'il y a dans le pays. Et puis derrière, certes, ça peut quand même profiter économiquement parce que, comme il le disait tout à l'heure, l'Européen, par exemple, qui vient au Bénin, va devoir loger dans un hôtel, manger dans un restaurant, acheter des objets d'art, donc ça va encourager l'artisanat, les transports pour aller dans le nord du pays. Effectivement, là encore, il va devoir, donc, quelque part, il va doper la consommation. Et donc, quelque part, il va donc pouvoir équilibrer la balance. Tout à fait. Mais il y a un fait qui pourrait handicaper cette belle décision, cette belle intention du gouvernement, ce sont les infrastructures routières, justement. Pour accéder aux différents sites touristiques, aujourd'hui, il n'y a pas de voie. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas handicaper cette décision? Je crois que les infrastructures routières sont ce qu'elles sont et ont toujours porté en torse à l'évolution du tourisme béninois. Mais n'allons pas regarder juste l'infrastructure. Quand vous regardez à côté, le gouvernement qui investit sérieusement au niveau du parc Pendjari, avec la nouvelle approche là, le gouvernement ne peut pas être en train de faire ce lourd investissement-là. Également en train de réhabiliter avec un grand projet par rapport au site de Ganvier, et en même temps ne pas ouvrir les Bénin au monde. Ça serait comme si on essaie d'investir quelque part pour dire, d'accord, nous voulons améliorer le tourisme. Vous voyez la route des pêches, que le projet en pleine réalisation avec le gouvernement du président Patrice Talon. Donc, le gouvernement fait tout cet investissement-là. Et de l'autre côté, il dit, bon, d'accord, il faut que j'ouvre le pays pour que les gens puissent venir, pour qu'ils puissent quand même faire ils puissent quand même avoir un retour sur investissement. Je crois que c'est de ce point de vue-là qu'il faut oui, c'est vrai qu'il faut voir ça de ce point de vue. Moi, tout récemment, j'étais dans le parc W, mais pour y accéder, c'était véritablement la croix et la bannière. La route n'était pas du tout bonne. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas aussi intensifier les actions dans ce secteur parce que quand on parle de développement et on dit que la voie du développement passe par le développement de la route. Je suis d'accord avec vous et partage, je le disais tantôt, vous avez tout à fait raison quand on parle du mauvais état des infrastructures routières. Je crois que les gouvernements successifs s'attellent à améliorer un peu nos routes. Même vous avez vu récemment la tournée du ministre, j'étais dans cette délégation du ministre des Infrastructures et des Transports. Vous avez vu, il y a beaucoup de routes qui sont en construction. Et avant lui, avant le gouvernement de Patrice Talon, sous Yahi Boni également, ouais, vous avez constaté que le Bénin fait beaucoup d'efforts en matière de réalisation. Le problème aujourd'hui est que nous avons mis beaucoup de temps, nous avons mis beaucoup de temps à nous pencher sur ces questions. On s'est beaucoup plus préoccupé des questions politiques et politiciennes. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes en train d'avancer. Le ministre Anjonkwe, le prédécesseur du ministre Omeki, avait effectué également une descente sur le terrain. Et au niveau de certains sites, c'était des sites extraordinaires, mais avoir accédé à ces sites, c'était la croix et la bannière, comme vous le disiez tantôt. Je crois que le ministre Omeki également devrait se pencher sur la question et voir ce qu'il y a lieu de faire de façon urgente, un peu comme ça a été le cas au niveau du coton. Vous avez vu pour le coton, puisque c'est notre
denrées de Tout à fait, on a aménagé les pistes rurales. On a aménagé les pistes rurales pour même permettre aux gens d'aller prendre le coton. Donc, en attendant les gros travaux, on peut quand même aménager certaines infrastructures routières pour permettre ces sites, par exemple, pas que le Pendiari, aux touristes d'avoir accès à ces sites. Merci beaucoup. En dehors de l'aménagement de ces pistes pour accéder aux sites touristiques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut installer ou développer comme infrastructure attractive pour que les touristes aient véritablement envie de venir visiter ce que nous avons de naturel et de riche pour le pays? Je pense sincèrement que le gouvernement est déjà dans une bonne lancée avec les coopérations avec la WIS, le African Parks et National Geographic Society pour réhabiliter et sécuriser les parcs. Tout à fait. Et en général, c'est vraiment une culture qu'en Afrique, qui intéresse beaucoup les Européens ou les étrangers. C'est-à-dire que tout ce qui est animaux, tout ce qui est parc, tout ce qui est visite de zoo, ce sont des choses qui attirent énormément. Oui, parce que nous avons la grâce de la voir. Ce n'est pas tous les pays qui ont cette richesse. Mais ce serait bien de développer effectivement tout ce qui est hôtelier, tout ce qui est route, comme vous l'avez dit précédemment, et tout ce qui est donc les transports également, pour avoir en fait un meilleur accès à ces beautés naturelles en fait. Parce que en réalité, si par exemple une personne va visiter, eh bien, le logement n'est pas agréable, le souvenir est mitigé. Donc ce serait bien d'avoir effectivement des infrastructures plutôt hôtelières ou des appartements bien aménagés, des échanges ou des gens qui louent leur appartement mais très bien entretenus en fait. Voilà. Eh bien, on l'aura compris, hein, l'intention de l'institution de ce visa spécial, c'est d'accroître le tourisme de masse. Mais dites donc, Ketura, jusqu'à quand ce visa va cesser d'être spécial? Alors, il est encore très récent, donc il est impossible d'examiner les statistiques pour le moment. Mais à long terme, on en examinera et si la méthode devrait normalement marcher, nous aurons un pourcentage en fait, de nombre d'entrées qui augmente. Donc, sans problème, si la démarche fonctionne, eh bien, elle persistera. Et pour le moment, elle n'a pas de fin précisée. Merci à vous, Ketura, pour cette belle analyse. Arnaud Doumaon, dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'il faut, à un moment donné, après l'évaluation, comme Ketura le disait tout à l'heure, arrêter l'octroi de ce visa spécial? Bon, le gouvernement avisera en son temps, parce qu'on ne peut pas le dire tout de suite ici. Toujours est-il qu'on va vers le sens de l'ouverture. C'est l'une des recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme. Et si tant est que le Bénin doit profiter forcément du tourisme, je crois qu'on ne va pas régresser sur ces genres de politique. Tout à fait. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Très, très belles analyses à vous. Et puis, nous allons enchaîner tout de suite avec le dossier de la semaine. À très bientôt donc. Des cendres du Fonds d'aide à la culture naît le Fonds des arts et de la culture. Ainsi en a décidé le gouvernement dans le cadre des réformes culturelles de son programme d'action du gouvernement. Et puis cette mutation, qu'est-ce que ça apporte concrètement au monde de la culture, aux artisans, aux artistes? Eh bien, nous allons en parler dans quelques minutes. Mais avant, suivez ce reportage réalisé par Marcel Larossi. De la musique au théâtre, en passant par la danse, la mode, le cinéma, la littérature, les arts, le savoir et la tradition, plusieurs manifestations animent la vie culturelle au Bénin. En dépit de ces immenses potentialités, le secteur peine depuis quelques années à rayonner. Depuis près de 3 ans, on est là, il n'y a pas trop d'initiatives parce que les acteurs culturels manquent d'accompagnement venant du plan national. Le secteur culturel béninois a besoin d'être repensé, d'être restructuré. Voilà un secteur où les tests existent, mais on passe à côté de l'application des tests. Depuis 2 ans, le secteur a été sevré. Il n'y a pas de pays qui vit sans culture. Et vous savez, les artisans, les comédiens, ils ont quoi? Il y a des artistes professionnels, hein. Il y a des artistes qui font quelque chose, mais il y a des gens qui ne font que ça. Et si on ne pense pas à ceux-là, on crée carrément la calamité.
Et pourtant, la culture apparaît comme un véritable atout pour le succès touristique du pays. Au Bénin, chez nous, nous avons quoi? Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons aucune richesse sous notre terre. La seule chose qui peut attirer du monde vers nous, c'est la culture. Avec la culture, d'abord, notre culture est très riche. Nous avons tellement de choses chez nous que les autres ont envie de voir. On ne peut pas détacher le tourisme de la culture et dire que ça va marcher. Les deux vont de pair. C'est à travers la culture qu'on peut vendre le pays, qu'on peut promouvoir le tourisme. Tout ce que nous pouvons vendre, c'est la spécificité béninoise. Et cette spécificité-là réside dans notre culture. Donc le tourisme vit de la culture. Sur un autre plan, l'exercice généralisé des activités culturelles dans l'informel ne favorise pas une lisibilité de l'impact du secteur sur l'économie. Ici, dans notre pays, les statistiques ne sont pas existantes. Eh bien, on n'arrive pas à quantifier la contribution réelle de la culture à l'économie béninoise. La culture pourrait constituer à elle seule la richesse du Bénin pour peu que les conditions soient remplies pour sa pleine éclosion. Merci Marcel Rossi, notre invité. Il est déjà sur ce plateau. Claude Balogun, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes un acteur culturel. Je pense, oui. Oui, tout le monde vous connaît. Hein? Merci d'être là. Et pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai le plaisir d'être avec ma collègue Karama Tabatao. Bonjour. Bonjour Roch, chers amis de Wikiko, bonjour aussi à vous. Oui, nous allons parler de la culture, parler également de son développement, de son apport à l'économie, mais déjà, on a appris récemment que le Fonds d'aide à la culture devient le Fonds des Arts et de la Culture. Et c'est justement pour ça que nous avons fait venir sur ce plateau de Wikiko aujourd'hui Monsieur Claude Balogun, je le répète, vous êtes un acteur culturel béninois. Dites-nous, est-ce que vous vous attendiez personnellement à cette mutation? Ben oui, nous attendons véritablement avec cœur joie la relance évidemment d'un fonds, tout au moins. Puisque depuis 2 ans, le fonds d'aide à la culture ne fonctionne plus, a été arrêté du fait de plusieurs raisons. Notamment de la mauvaise gestion? Oui, il y avait eu des problèmes de mauvaise gestion. Il y avait des gens qui prenaient les sous, qui ne produisaient pas les spectacles. N'est-ce pas? Non, le dire comme ça revient à mettre de l'eau au moulin, faire de la polémique. Je ne suis pas dans ça véritablement. Mais je suis dans une dynamique de dire que dans un pays, il est important d'avoir un fonds qui finance la création artistique et culturelle. Est-ce à dire que le fonds tel qu'il était auparavant ne finançait pas réellement, ne venait pas en appui aux acteurs culturels béninois? C'est ça que j'ai tenté de régler quand il est allé dans ce sens. Ce terrain ne m'intéressait pas. Parce que lorsqu'on veut analyser d'une manière macro l'efficacité d'un outil de développement qu'est le Fonds d'aide à la culture, on ne va pas regarder dans le rétroviseur. Est-ce que vous voyez? Évidemment, il y a eu des impairs. Mais il y a eu beaucoup de succès aussi. Il y a eu beaucoup de créations, beaucoup de choses qui se sont faites. Mais pendant 2 ans, rien ne se fait parce que ce fonds a été arrêté. Et il était important et nécessaire d'arrêter cela pour arriver à faire des réformes. Mais nous attendons, pour revenir à la réponse à votre question, nous attendons véritablement que les réformes se terminent. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur votre plateau ici, qu'on attend la fin des réformes. Évidemment, nous sommes à la fin des réformes, vu qu'il y a 3 jours, on a appris qu'en conseil des ministres, évidemment, une série de décisions ont été prises, dont la remise en selle du fonds qui devient véritablement le fonds des arts et de la culture et non plus le fonds d'aide. Mais désormais, ce sera un prêt qui sera fait aux artistes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Ah bon? Parce que mais ça fait partie des réformes qui ont été prises. Ce que vous dites là, ça s'appelle le fonds de... Comment ils ont appelé ça? Bonification. Bonification. Mais ici, nous sommes dans le cadre d'un fonds des arts et de la culture, qui est un fonds qui existe dans tout pays. D'accord. Est-ce que vous voyez? Évidemment, lorsqu'on parlait de fonds d'aide, ça ressemble, ça frise trop l'aide.
Et aucun partenaire étranger ne peut mettre son argent pour renflouer la caisse de ce fonds. Mais lorsqu'on parle maintenant de fonds des arts et de la culture, ça fait plus sérieux, ça fait plus scientifique et ça fait plus vendeur. Et vous pensez qu'avec cette appellation nouvelle, donc, ça fera venir enfin les bailleurs de fonds, c'est ça vous voulez dire par là? Oui, aussi, parce qu'évidemment, un fonds qui s'occupe d'une activité comme ça, tel que le fonds du sport ou le fonds du tourisme ou d'autres types de fonds, suivant le dynamisme du directeur ou des dirigeants de ce fonds, ils peuvent, outre la cagnotte que l'État met en place pour financer les créations artistiques et culturelles, ils peuvent aussi rechercher du financement à l'étranger. Et je sais par expérience que les autres directeurs avaient eu cette difficulté de pouvoir décrocher du financement à l'étranger, vu que c'est appelé fonds d'aide. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'État met de l'argent, on peut aussi faire du lobbying, des démarches intéressantes vers l'étranger pour avoir du financement international pour renflouer la caisse du fonds d'aide. Évidemment, du fonds des arts. Évidemment, le fonds des arts, ce fonds des arts n'aura plus le même fonctionnement qu'avant. Justement, qu'est-ce qui va réellement changer dans le système nouveau? Ce qui va changer, c'est que d'abord le conseil d'administration change. Oui. Il passe de 15 à 7 membres. De toute façon, d'une manière générale, Est-ce à dire que c'est une manière de limiter la dispersion des ressources, aussi bien matérielles que humaines? Est-ce qu'il revient aux administrateurs d'attribuer du financement? En réalité, c'est ce qu'on a fait par rapport au fonds d'aide jusque-là. Et c'est ça qui n'a pas été concluant. Mais lorsque le régime est venu, le régime s'est installé, tout a été remis en ordre, aux normes. Et dans tous les conseils d'administration que vous aurez dans le pays, il y aura 7 membres. C'est ainsi que pour se rallier à cette décision gouvernementale intéressante, parce que l'efficacité, ce n'est pas le nombre. Donc, il fallait revenir à 7 administrateurs. Au nombre de 7 administrateurs, il y aura 3 véritablement qui viennent du monde des acteurs culturels, 2 acteurs culturels et puis un entrepreneur culturel. Et les autres membres sont désignés par différentes structures, désignés par l'État, la présidence, les différents ministères qui ont connaissance de cette affaire et qui doivent pouvoir intervenir. Alors, ces conseils d'administration doivent pouvoir déterminer les orientations désormais. Justement, Justement, parlant d'orientation, M. Balogun, tout le monde sait aujourd'hui que la culture est quand même un vecteur de développement et nous en rêvons beaucoup ici au Bénin. Et dites-nous comment va se faire désormais l'aide concrète, c'est-à-dire l'attribution et tout, parce que nos artistes, ils peinent. Non, ce qui est important, ce qui a été reproché à l'autre fonds, c'est que ce sont les administrateurs qui attribuaient les financements. Maintenant, ça va se faire. Désormais, ça ne sera plus les administrateurs qui vont attribuer, mais il y aura un comité qui va s'occuper de ça. Et si je savais qu'on allait vraiment débattre de ça, véritablement, j'allais me préparer pour vous dire le mode de fonctionnement. C'est un point du sujet. Monsieur Balogun, c'est quand même un point du sujet. Oui, je pense. Vous êtes dans votre monde, donc vous devez être informé de tout ça. Que ça va fonctionner comme toutes les régies qui financent des activités culturelles dans le monde. Et les régies font forcément des appels à candidature. Et les appels à candidature déposés, il y a une commission de techniciens qui étudie et qui décide de faire élire l'éligibilité ou non des projets. Et maintenant, après, la structure de gestion, la direction, peut décider de financer ou non. D'accord. Vous avez organisé récemment un séminaire PAG, ODD, culture. Et je crois que c'est même au lendemain donc, de la création, de la mise en place du fonds des arts et de la culture. C'était une heureuse coïncidence ou bien... Oui, c'était une pure coïncidence et peut-être heureuse. La décision est sortie des conseils des ministres la veille de la tenue de mon événement. Évidemment, vous savez qu'un événement de cette envergure ne peut pas se décréter une nuit. Tout à fait. Donc, c'est une programmation de la communication et tout. Donc, nous savions et nous attendions vraiment à la sortie de cette décision, en fait. Des travaux préliminaires ont été effectués, de concert avec les acteurs culturels. Des contacts ont été pris.
et des propositions ont été faites. Je pense que c'est tout ça qui est mis ensemble pour que la décision soit prise. Donc ce n'est pas en marge des acteurs culturels, véritablement. Mais pour en revenir au séminaire PAG, ODD, c'est un constat simple. Je suis représentant des artistes au Conseil économique et social. Oui, tout à fait. Et je suis aussi professionnel des arts et de la culture, donc diplômé en master, évidemment doctorant dans les arts et la culture. Oui. Et à partir de cet instant, toutes les recherches que j'effectue me poussent à dire que véritablement, les acteurs culturels, les journalistes culturels ne prennent pas le temps de lire les documents programmatifs, c'est-à-dire les documents qui déterminent, qui orientent le développement du pays, d'une manière générale, et encore plus difficile dans le secteur culturel. Alors, il y a deux documents importants aujourd'hui. Pourquoi vous vous attaquez aux journalistes? Je ne m'attaque pas. Oui, vous avez dit qu'ils ne lisent pas les documents. Je suis journaliste, je suis réalisateur. Ouais. Documentariste, je suis journaliste. Donc, je parle de nous. Moi-même, c'est difficile pour moi. N'eût été la présentation d'un certain nombre de thèmes au Conseil économique et social, il y a des trucs que je ne connais pas. Mais vous-même qui parlez, c'est sûr que sur un sujet spécifique, c'est lorsqu'il y a le sujet que vous allez fouiller. Tout à fait. Donc vous ne prenez pas votre temps pour lire. Oh, il faut lire. Donc il y a deux documents importants, outre la charte culturelle et les autres documents qui existaient déjà. Il y a deux documents de développement qui sont très importants aujourd'hui. Nous avons le PAG et nous avons les ODD, le PAG qui est un document national sur 5 ans qui doit déterminer, gouverner le travail que nous faisons, le développement de notre secteur, enfin de tout le pays de manière générale, et de notre secteur culturel pendant 5 ans. Mais à un moment donné, on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Et si nous ne connaissons pas, comment nous pouvons défendre, comment nous pouvons nous arrimer à cela et suivre la tendance, ou bien être contre la tendance si effectivement ça ne garantissait pas nos intérêts. Alors c'est ainsi que nous avons pris cette décision. L'autre document qui est un document international s'appelle les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs pris aux États-Unis pour les Nations Unies d'une manière générale. Et le Bénin a un certain nombre d'objectifs prioritaires dedans. Alors, la même question s'est posée. Est-ce que nous, acteurs culturels, est-ce que nous, journalistes, nous maîtrisons ce document et les documents et ce qui est culturel dans ce document? Et c'est non. Donc, on a décidé Réussi ONG, qui est mon ONG, et puis Sud Créa, qui est l'association. On va vous faire payer la facture après. Non, puisque j'ai organisé une formation gratuite à tout le monde, alors à partir de cet instant, les deux structures se sont mises ensemble et ont décidé d'organiser cette formation, un séminaire pour former les acteurs culturels et les journalistes. Monsieur Balogou, je vois déjà Roch me faire quelques signes discrets là. Oui, c'est pas moi, ce sont les chefs d'édition. Oui, c'est pratiquement la fin de ce temps d'échange là. Oui. Je voudrais vous demander à quelle fréquence alors on aura la sortie des pièces théâtrales, des disques, des œuvres et tout. Vous savez, tant qu'il n'y a pas un financement sur le terrain, on ne peut pas avoir tout ça. Mais lorsque la décision a été prise, il y aura des décisions. Mais la volonté, elle est manifeste du côté des acteurs, vous le sentez? Mais attends, c'est énorme. L'attente a été grande. C'est-à-dire on est obligé de travailler, on ne fait que ça. On ne vit que de ça. Mais on a besoin du financement pour le faire. Oui. L'État met en place le cadre. Oui. Et ce cadre va nous permettre désormais de soumissionner, de postuler, d'avoir du financement. Vous reviendrez nous voir sur ce plateau dans quelques semaines, dans quelques mois pour nous donner la suite. Donc après la création de ce fonds qui est mis en place. C'est votre chaîne de télévision, c'est votre plateau, vous pouvez venir quand est-ce que vous... Je suis souvent heureux de venir partager avec vous. Merci beaucoup, merci d'être venu, Claude Balogou. Merci. Bon dimanche à vous. Merci également à vous, Karama Tagbatao. Bon dimanche à vous. Bon dimanche aussi à vous, Monsieur Claude Balogou. Et cette émission, mesdames et messieurs, est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dimanche à partir de 11h. Vous pouvez également suivre cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Et sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Et ne dites jamais que c'est impossible tant que vous n'avez pas encore essayé. Au revoir et à très bientôt, mesdames et messieurs.